Le feu a laissé place à des braises rougeoyantes, et vous vous regardez, un peu mal à l'aise. Le temple de l'histoire précédente ressemble un peu trop au sanctuaire où vous vous trouvez, le puits en moins. Et maintenant que vous y pensez, en passant sur le milieu de la plateforme où vous êtes installé, il vous a semblé entendre que ça sonnait creux. D'ailleurs, n'y a-t-il pas un petit courant d'air là qui en sort, faisant trembler la lueur des bougies? Les autres semblent éprouver le même malaise vu l'ambiance pesante et silencieuse qui s'est installée après l'histoire. D'autant plus que la mélodie semble encore flotter autour de vous. Dans la lumière vacillante des bougies, le sourire inquiétant de la conteuse n'est pas pour vous rassurer. Après tout, ces gens, vous ne les connaissez pas très bien. Vous vous êtes trouvés sur Internet, dans un but commun, celui de frissonner. Vous n'êtes pas amis de longue date ou même des copains, non. Juste des connaissances. Des gens trouvés sur un forum et que vous avez rencontrés en vrai il y a quelques heures seulement. Un coup de vent plus puissant que les autres traverse le sanctuaire, menaçant d'éteindre les bougies et sèche la sueur froide qui commençait à glisser le long de votre dos. En chipotant machinalement à l'un des anneaux de son oreille gauche, la conteuse se rassoit dans votre groupe et semble attarder son regard sur vous un peu plus longtemps que sur les autres. Ses yeux vous semblent même rougeoyer pendant un court instant, juste le temps d'un clin d'œil. Mais vous avez sûrement rêvé. Elle rajuste son yukata et son regard vous lâche, parti contempler les braises. Le silence est brisé par un raclement de gorge. L'homme au masque de kitsune noir bondit sur ses jambes, tape 2 fois dans ses mains et vous regarde. Un sourire éclatant doté de canines, vous semble-t-il, un peu plus long que la normale, dépasse du masque posé sur le côté de sa tête. Mukashi, Mukashi, Hyakki, Hyakko. Vous savez, d'aussi loin que l'on s'en souvienne et avant même que le pays ne s'appelle Japon, il a toujours été terre d'ésotérisme et de magie. D'ailleurs, l'occultisme sature tellement certains endroits que c'en est devenu dangereux. D'où les protections telles que Torii et Shiminawa. Les Japonais savent qu'on ne badine pas avec l'outre-monde et ses manifestations. Il n'est d'ailleurs pas rare de voir des giseaux changer de place et des statues ou des sanctuaires apparaître ou disparaître spontanément. Maintenant que je vous ai rappelé ça, je vais vous parler d'un secret défense du pays. Un secret jalousement gardé par le gouvernement et que seule une poignée d'initiés, le Jingikan, ou département des divinités, connaissent. Depuis le 8e siècle, ce ministère des Affaires Shinto répertorie des sites dangereux et a statué sur des seuils de sensibilité à propos de ces endroits. Des valeurs et des lieux qu'on peut trouver détaillés sur des cartes gardées précieusement cachées. Ces endroits portent le nom de sites Shijizo et sont l'équivalent occulte de nos sites Seveso. La valeur de ces seuils a été fixée de manière scientifique après de nombreuses études et chaque environnement a ses dispositions spécifiques pour lutter contre le danger. Par exemple, le pont Nijubashi est un site secondaire Shijizo. Rappelez-vous de l'histoire que je vous ai racontée, celle où j'abordais les Itobashira, ces gens enterrés vivants en guise de sacrifice au kami. Sous certaines conditions, ils peuvent revenir hanter le monde réel et vous entraîner avec eux. D'où un besoin de protection des vivants accru. Avec le temps et les connaissances acquises par le Jingikan, des mesures préventives discrètes ont été prises, comme par exemple poser des talismans dans les arbres ou encore les pierres rondes décoratives qui bordent l'allée pas loin, qui ont été consacrées par des prêtres shinto. Au niveau protection spirituelle, il y a régulièrement des rituels qui sont faits. Grâce à ça, le nombre de victimes a fortement diminué, sans toutefois disparaître complètement, prouvant par là que les humains auront beau être créatifs en matière de protection, l'autre monde trouvera toujours des failles pour y entrer. Et il y en a bien sûr des tas d'autres, comme le mont Inari, un site primaire celui-là, où chaque torii a une fonction de protection. N'essayez pas de vous glisser entre leurs arches et de quitter le chemin qu'elles tracent. Ce serait l'assurance de vous perdre et de ne plus pouvoir revenir. Retenez bien ça, j'y reviendrai dans quelques minutes.
Mais le Fushimi Inari Taisha, ce n'est pas seulement ces portillons vermeils. C'est aussi ces milliers de statues en forme de kitsune sur le site. Des statues dont le regard semble vous transpercer, guettant la moindre souillure, la moindre faille pour dévorer une âme maudite qui dérangerait la divinité dans son sommeil, ou qui tenterait de réveiller ceux qui somnolent dans le ventre en pierre de la montagne. Mais aussi les quelques Komainu, ces statues en forme de chiens cachées au milieu des milliers de portiques et des idoles de renards. Même pour un profane, aller à ce sanctuaire donne le tournis, et tout le monde est sensible à l'énergie particulière qui découle de ce lieu. Oui, même celui qui a une pierre à la place des ressentis. Avant d'aborder le dernier endroit dont j'aimerais vous parler et où mes histoires vont se dérouler, bien qu'elles pourraient tout aussi bien se passer entre les portiques du Fushimi Inari, les protagonistes étant du même genre et les mêmes causes produisant les mêmes effets, laissez-moi vous parler du dernier secret caché par les autorités japonaises. Connu de tous les membres des sectes Shinto, depuis les Guji, le ou la prêtresse principale d'un sanctuaire, jusqu'aux aspirantes Miko, je veux parler de l'équivalent occulte des normes-ISO. Les normes-ISO, c'est un ensemble de règles issues du monde industriel qui garantissent une qualité et une sécurité identiques partout dans le monde pour une même norme et un sujet donné. Eh bien, l'État japonais lui a adjoint les normes JISO. Si dans le monde de l'entreprise, la norme ISO 9000 permet de garantir une qualité certaine et les ISO 27000 sont censés déterminer la sécurité des réseaux informatiques, dans le monde occulte, on aura la norme JISO 36000 qui indique le nombre maximal de créatures surnaturelles par tatami. Par exemple, en pleine ville, il ne peut pas y avoir plus de 3 yoko par 6 tatami. La norme JISO 4219 indique quant à elle le nombre de créatures maximales pouvant être présentes à un enterrement et leur type. Et croyez-moi, il y a bien plus de yorei et de yokai que vous ne pourriez penser lors de ces cérémonies. Le nombre de normes JISO est vraiment élevé et je ne pourrais toutes les dénombrer. Vous risqueriez de mourir de vieillesse avant qu'on en ait fini. Après tout, elles sont là depuis plus de 2000 ans et je risquerais de vous lasser. Mais revenons-en plutôt au site primaire le plus important des sites JISO. J'ai nommé Okunoin, le plus grand cimetière du Japon. Ce cimetière est situé dans le Kansai, au sud-est d'Osaka, dans la préfecture de Wakayama, sur le mont Koya. Il existe depuis 835, avec l'accueil de son premier pensionnaire, celui qui a rendu cette montagne sacrée et implanté durablement le bouddhisme Shingon au Japon, le maître Kobodaishi. Maître qui repose désormais au centre de ce qui deviendra le plus grand cimetière japonais, et dont le corps, conservé au sein d'un mausolée, n'est dit-on pas mort, mais en état de méditation profonde, attendant patiemment. Ce qu'il attend? Miroku Bosatsu, l'ultime Bouddha. Et en l'attendant, il veille à ce que les esprits et les yokos les plus dangereux présents sur ce site, qui lient les différents mondes, ne parviennent pas jusqu'au monde terrestre. Tout près de sa dernière demeure, dans le Torodo, le temple des lanternes, résident des milliers de flammes, dont 2 en particulier brûlent sans interruption depuis plus d'1 millier d'années, leur proférant un pouvoir immense. Cette tombe et son mausolée deviendront le point central du cimetière qui, au fil des siècles, se développera autour jusqu'à contenir plus de 200 000 tombes. Des tombes de gens puissants, comme d'anciens shoguns, ou des personnalités politiques et artistiques, mais aussi des personnes anonymes enterrées là, pour une garantie de place au paradis. En plus de cette défense spirituelle de première main, le cimetière a des mesures de protection passive particulières. Les murs d'enceinte et les portes qui le condamnent doivent faire une taille et une épaisseur minimales. Aux entrées principales, d'énormes statues de déités protectrices protègent le cimetière de l'extérieur, créant un kekai qui l'isole du monde réel. Il y a aussi des gardiens enterrés aux points cardinaux et intercardinaux, prêts à sortir en cas de gros problèmes. Du sel et de l'eau entre les doubles épaisseurs des murs, avec une redondance appliquée par les Shimenawa. En plus, il est construit dans une forêt de cèdres pluricentenaires, eux aussi grande source de protection. Voyez comment le gouvernement prend la protection de ce site au sérieux, parce que ça ne s'arrête pas là. À l'intérieur du cimetière même, longeant les chemins, des lanternes, 20 000 en tout, contiennent de la pierre de sel et le sceau des différents gardiens, pour ne pas que les esprits s'échappent.
Et partout dans le cimetière, d'énormes gardiens, physiquement réels ceux-là, dotés de 8 pattes et du même nombre d'yeux. Des araignées, tissant patiemment leur toile pour attraper d'éventuels yurei ou esprits qui auraient pu malgré tout s'échapper, veillent. S'il vous venait la fantaisie de vous y promener la nuit, et si vous êtes un peu sensible au surnaturel, vous risqueriez d'y disparaître à jamais, ou de vous faire posséder. C'est pourquoi il est fortement déconseillé de vous y promener seul, surtout dans l'obscurité. Et si d'aventure vous y croisiez des gens, assurez-vous de ne pas être visible, ou d'être sûr qu'ils ne possèdent ni queue, ni oreilles pointues et autres crocs ou cornes, sinon ça en serait fini de vous. D'ailleurs, si vous faites attention, une fois rentré dans le cimetière, le son n'est plus tout à fait pareil entre ces murs. Et l'atmosphère y est plus étrange, mystérieuse. Et il est certes important de se préoccuper des yokai, ou des yoko, comme certains aiment les appeler. Mais ne dédaignez pas pour autant les habitants bien réels de ces cimetières, sous peine de vous retrouver dans une situation mortelle. Vous vous souvenez quand je parlais des torii du sanctuaire Inari? Eh bien, il s'y trouve les mêmes gardiennes vivantes qu'à Okunoin, les Kumo-sama, les araignées sentinelles. Malheur à vous si vous quittez les chemins de Tori, brisant leur toile pour vous aventurer sur des lieux que les humains ne doivent pas fouler. Pourriez vous retrouver dans une posture bien plus fâcheuse qu'être perdu. Pourquoi? Parce que pour l'araignée, tisser sa toile est très demandeur en énergie, et qu'une destruction peut signifier pour elle son arrêt de mort. Aussi, si jamais par hasard, mégare ou volontairement vous brisiez sa toile, elle viendrait à vous, demandant une compensation. Si, parce que vous n'êtes pas possesseur de dons occultes, vous l'ignorez, c'est de la vie dont vous serez privé. Dans le cas contraire, à vous de marchander votre survie. Et sachez qu'elle ne vous délivrera de sa malédiction qu'à un fort coup. La possession d'un organe, d'un sens ou d'un membre. Vous ne me croyez pas? Laissez-moi vous raconter 2 histoires. Celle de Hatsushi, qui s'est effrontément enfoncé dans les sentiers de Kunoin, en pleine nuit. Ce jeune homme avait parié avec des amis qu'il pouvait traverser seul tout le cimetière à l'heure du bœuf, entre 1h et 3h du matin. Ses amis l'attendaient de l'autre côté. Il n'est jamais arrivé. Ce qu'il s'est passé? Sur le sentier menant à la sortie, une araignée avait tissé sa toile, l'empêchant de passer. Plutôt que de rebrousser chemin ou de trouver un autre passage, il l'a détruite d'un mouvement dédaigneux. En détruisant la toile, il a provoqué la colère de sa propriétaire, qui lui a proposé son marché traditionnel. Mais comme il ne possédait pas de don surnaturel, il ne l'a pas entendu. Furieuse, elle a utilisé ses dernières forces pour tisser une toile occulte qui l'emprisonnerait, dévorant sa force vitale et le faisant passer de vie à trépas d'une façon totalement invisible pour le commun des mortels. Et ça a duré longtemps, très longtemps. Le jeune homme a souffert et a eu tout le temps de méditer sur son erreur. Mais trop tard. Ses os, ainsi que ceux d'autres imprudents, jonchent le Yomi no Kuni, le monde des morts. Cependant, son sacrifice n'aura pas été vain. Il a permis à l'araignée de revenir dans le monde réel, plus grande, plus forte, pour tisser ses toiles de protection dans le cimetière. C'est le même sort qui attend tous les imprudents qui détruisent les toiles dans les sites Shijizo, ces sites qui dotent les araignées d'un pouvoir puissant leur permettant d'interagir avec les humains. S'ils ignorent le marché des Kumo-sama ou ne proposent pas une juste compensation, ils seront prisonniers de l'ultime toile de l'araignée, dévorant chair et force vitale jusqu'au trépas de ce dernier. Méfiez-vous donc quand vous passerez dans le domaine des arachnides. Soyez humbles, respectez leur travail. Le risque de disparaître à jamais n'est pas négligeable. Mais si vous êtes doué du don, vous pourrez peut-être vous en sortir, comme Reiko. Reiko était une jeune fille dotée de pouvoir de voir les esprits. En voyage scolaire avec sa classe, elle s'est aventurée dans les chemins qui mènent au plus profond du cimetière. Ce faisant,
Sa main a détruit la toile patiemment construite par une jeune araignée. L'animal, fâché, l'a menacé de mort. Reiko, confuse, s'est aussitôt excusée et a réfléchi au marché proposé par l'animal. Après avoir longuement discuté et tergiversé, elle lui offre finalement son œil gauche, sauvegardant ainsi sa vie, mais perdant par la même occasion la vision de ce globe et le pouvoir de voir le surnaturel, ainsi que les connaissances liées à celui-ci. Après le sacrifice, son iris aveugle est devenu blanc laiteux. Elle expliquera à ses professeurs avoir reçu une branche dans l'œil alors qu'elle rejoignait le groupe en courant. Nul à part elle ne saura jamais ce qui s'est réellement passé ce jour-là. D'ailleurs, à votre place, je ferai attention aux araignées présentes sur ce sanctuaire. Je ne peux jurer que nous ne sommes pas sur un site sigiso-mineur. Vous sentez un frisson remonter le long de votre épine dorsale. Est-ce que plutôt pendant la journée, pendant le nettoyage du sanctuaire, vous n'auriez pas par mégarde brisé une toile ou deux? Le compteur vous regarde. Ses yeux plissés sont remplis de malice et la lueur des bougies se reflète sur son sourire. Il se penche vers une flamme et souffle sur la chandelle. La 5e. Discrètement, vous regardez s'il reste des toiles d'araignée dans le coin des murs et si leurs propriétaires sont présentes. Des fois que...